Oui. Oui. Et donc, on se retrouve ce soir pour parler d'auto-sabotage et des différentes formes que peuvent prendre les autosaboteurs et notamment leurs différents visages. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas tous nous parler avec la même voix, le même aspect. Ils ont pas tous, enfin, ils peuvent prendre différents aspects, les autosaboteurs, et c'est ce dont on va parler ce soir. Je vais vous expliquer un petit peu comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui les nourrit, et puis comment on peut apprendre à s'en libérer progressivement. Et voilà, le problème de l'autosabotage, c'est que il nous empêche d'exprimer pleinement notre personnalité dans un ou plusieurs domaines de notre vie. Ils peuvent nous empêcher de mener à bien nos projets, d'avoir confiance en soi, d'être spontané, affirmé. Ils peuvent nous empêcher aussi de prendre soin de nous, de notre santé, de notre forme physique, de notre morale. Et bien sûr, ils peuvent nous empêcher de laisser entrer le positif dans notre vie, c'est-à-dire recevoir des compliments, être mis en lumière, pouvoir faire durer les bonnes choses qui arrivent. C'est de tout ça dont on va parler ce soir. Et donc, l'autosabotage, eh bien, ça parle en fait d'un conflit invisible à l'intérieur de nous qui opère à notre insu entre plusieurs parties de nous. On va voir qu'il y a il y a notre partie consciente, celle qui se dit j'ai envie de ça, je rêve de ça, ça serait important pour moi de réaliser ça, ou je me sentirais équilibrée dans ma vie si telle chose était épanouie. Et puis, il y a une autre partie inconsciente qui sont les autosaboteurs qui vont, pour des raisons énigmatiques, venir s'opposer un peu à cette partie consciente, à notre moi conscient qui sait ce qui est bon pour nous. Et on va discuter bien de pourquoi ils sont là et pourquoi ils s'opposent à ce désir-là et comment on peut apprendre à limiter, à se libérer en fait, hein, à apaiser ces autosaboteurs. Et donc, pour commencer, ce que je vous propose, c'est un petit peu de parler librement de ce que pour vous l'autosabotage vous évoque, c'est-à-dire quels sont les mots qui vous viennent quand vous pensez à autosabotage. Qu'est-ce que c'est pour vous l'autosabotage? Comment ça se manifeste? Voilà, quels sont les mots qui vous viennent quand vous pensez à autosabotage? Et je vous propose qu'on démarre un petit peu comme ça avant que je vous présente la suite. Je vous prends à froid. Bon, je me lance. Oui. Pour moi, l'autosabotage, c'est consciemment, on a envie d'une situation Oui. et inconsciemment, on met en place des blocages, en fait, des choses qui font que la chose ne va pas arriver. Oui, tout à fait. Et moi, je suis championne. Ah oui, d'accord. Oui, c'est tout à fait ça, absolument. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Donc, effectivement, après, il y a un conflit intérieur entre eux, mais je ne comprends pas. J'ai très envie de faire ça. Oui, Mais au final, en moi, il y a une angoisse qui monte et je ne veux plus y aller. tout à fait, tout à fait. Oui, oui, ils peuvent se manifester sous forme d'angoisse. Au moment où ça peut se réaliser, au moment où il s'agit de faire les C'est premiers ça. pas pour aller dans cette direction, c'est vrai. Absolument. Merci. Qui d'autre veut dire quelques mots? Enfin, ce qui vous vient, hein, c'est simplement ce qui vous vient quand vous pensez à autosabotage. Quels sont les mots ou expressions qui vous viennent? Oui, bonsoir. Je ne sais pas si on m'entend ou pas. Très Oui, bien. non. Oui, bonsoir. Du coup, j'apparais un peu après coup. Pour parler un petit peu de moi, auto-sabotage, moi, c'est surtout, je procrastine énormément. Mais c'est terrible, hein. Ça me met dans des situations inconfortables. Je suis plus crédible. C'est horrible à vivre, horrible, horrible. Voilà. Et puis, effectivement, j'ai des conflits internes. Chaque fois, je me dis, bah ouais, je voudrais ça, j'ai ce projet-là, c'est super, je vais y arriver. Tout le monde me dit, je suis forte, je suis une femme forte, je suis courageuse, j'ai vécu des trucs formidables dans ma vie, enfin, formidables dans le sens négatif, plutôt, pas formidable du tout, très, très pénible. Et, et en fait, je sais que je peux y arriver, puis finalement, bah, je sais pas, je me dis, ah ouais, mais ça va m'empêcher de le faire. Ça, c'est compliqué. Bah ouais, mais je vais avoir ce problème-là, je vais pas y arriver. Hmm. Donc, Voilà, c'est que ça. il y a des pensées qui viennent vous empêcher
Ah oui, d'avancer, qui viennent ah, on est tout le temps vous sur tout. décourager et puis vous procrastinez aussi. Ah là là. La procrastination, c'est une forme de... Ça peut être une manifestation de l'autosabotage, ça peut, souvent. Et puis la petite voix dans la tête qui vient émettre des objections, des peurs, des doutes, des bonnes raisons de ne pas y aller. Oui, tout à fait. Merci Céline, parce que moi je suis aussi une reine de la procrastination et je n'avais jamais envisagé la procrastination sous l'angle de l'autosabotage. Et ça m'intéresse beaucoup cette approche. Oui, 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 Ouais. ça peut être le cas quand du coup, comme Céline, c'est qui est-ce qui m'a... Céline. Céline, pardon. Céline, ouais. Céline le disait, quand ça vous amène dans une situation difficile, quand ça vous porte préjudice, la procrastination quand ça vous empêche d'être mis en lumière ou de recevoir des choses positives dans votre vie, oui, la procrastination peut l'être. Alors, c'est pas à 100% de l'autosabotage, ça dépend, hein, pas 100% des cas. Il peut y avoir d'autres motifs, mais c'est très fréquent que ce soit de l'autosabotage, oui. Tout à fait. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous viennent quand vous pensez à l'autosabotage? Après, pour ma part, quand vous parlez de petites voix, j'ai découvert, grâce un peu à vos vidéos, vos tutos, etc., parce que bon, j'ai quand même un peu étudié un peu le sujet avec vous, en tout cas dans vos explications, et je ne l'avais jamais matérialisé effectivement par cette voix on va dire, c'est un peu dans la tête, c'est imaginaire, mais effectivement, c'est plus clair quand j'ai vu les explications, c'était plus clair et c'est vrai qu'on peut dire que c'est une sorte de petite voix qu'on a qui nous dit mais non, mais ça tu peux pas y arriver ou ça sert à rien ou quand moi je procrastine, c'est ben non mais tu le feras plus tard, tu auras le temps. Sauf qu'il se passe autre chose, il y a autre chose qui se passe et si je fais pas la chose. Donc effectivement, je peux le dire que oui, ça peut être une petite voix qui empêche ou qui rend moins urgent la chose. Voilà, en gros, c'est ça. C'est-à-dire où ça n'a pas d'importance, fais autre chose. Oui, tout à fait, qui minimise l'importance, oui. Voilà. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Enfin, a d'autres idées concernant l'autosabotage ou d'autres... Moi, pour moi, on m'entend? Oui, Oui. tout à fait. Alors, pour moi, ça s'est souvent manifesté. Par exemple, j'étais tout le temps en retard et notamment, plus l'enjeu était important, plus j'étais en retard. Donc, par exemple, au bac, j'ai réussi à être en retard et à arriver, mais pile poil au moment où la dernière limite avant qu'ils ferment les portes de façon définitive. Et c'était plein de choses comme ça. Toujours à partir au dernier moment. Donc, et je me suis dit, voilà, c'est vrai que plus l'enjeu est important, plus bizarrement, j'étais en retard. Oui. Et oui, des problèmes aussi toujours, parce que c'est l'exemple qui était assez flagrant au niveau du bac, impossible de me concentrer. J'avais un devoir de 4 heures de philo. Je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai réussi à me concentrer 20 minutes avant la fin. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Et voilà, c'était toujours plein de petites choses comme ça qui faisaient que et à chaque fois, j'aurais pu y arriver, mais et c'était toujours le mais qui s'était mis en place. Tout à fait, absolument. Oui, oui, ce sont tout à fait des situations d'auto-sabotage où des actes manqués, le fait d'arriver en retard, des événements font que ça vous met en mauvaise posture, ça vous met dans des mauvaises conditions pour démarrer votre épreuve de bac. Ça peut vous paralyser au moment où il faut écrire et voilà, ça peut vous amener un blanc, ça peut vous amener, oui, oui, tout à fait. Oui. Ça peut amener à mal se présenter, à être maladroit à un entretien d'embauche, par exemple. Ouais, ça arrivé X fois. Moi aussi. Pareil. Exactement la même. Très bien. Eh bien, oui. J'ai une autre piste qui me vient. Dans les relations de couple,
je me rends compte que quand je suis au début d'une nouvelle relation, je ne suis plus la même et je teste beaucoup la personne et en fait, ça sabote en fait la relation. Mais ça, je sais d'où ça vient. Je dois travailler sur je m'aime, etc. Alors, je m'aime, ça va, mais que les autres m'aiment, c'est un autre problème. Ah oui. Moi, j'ai fini par réussir à m'aimer comme je suis, avec mes différences, puisque je suis atypique. Mais par contre, que les autres m'acceptent, c'est autre chose. Donc, du coup, je teste, je pousse les personnes dans leur retranchement. Et en gros, je me démontre à moi-même que je ne suis pas aimable des autres. Tout à fait. Et c'est très Est-ce que c'est compliqué dans les pas, relations de couple, ça. est-ce que c'est pas mettre inconsciemment en œuvre ce qui nous fait peur, en fait, Absolument. pour venir conforter la propre. Bien sûr. Je révèle le fait que dans ma famille, je ne me suis pas sentie aimée et donc je ne suis pas aimable de l'extérieur. Du C'est-à-dire coup, on que se dit, même bah, si une moi je situation m'aime, de je ne plus suis qui pas vient, aimable. ça fait comme un effet miroir qui vient C'est ça. alimenter notre propre peur en disant, bah voilà, ça montre que Je ils répète le méritent schéma pas familial, oui. Je pousse dans les retranchements en démontrant que finalement, effectivement, l'extérieur ne peut pas m'aimer, quoi. Tout à Et fait. après, Et la ça personne en sabote la face, relation, du coup, quoi. la personne en face, elle a beau être rassurante ou comprendre tout ça, il y a un moment donné Ça. où je pense que ça leur prend tellement plein la figure. Ils en ont marre, ouais. Et puis Des fois, personnellement, je trouve ça épuisant aussi moi-même parce que je m'épuise. Je ne me reconnais pas, en fait. Alors là, vous soulignez effectivement un point important qui est qu'il y a toujours de la peur sous l'auto-sabotage. Et donc, du coup, c'est à la fois une façon de se protéger et en même temps, c'est un reflet d'une mauvaise estime de soi. C'est ce qu'on va aborder ce soir. Et donc, oui, c'est à la fois, ça conduit à la fois ça conduit à réaliser, à matérialiser une peur au fond de soi. C'est vrai, vous avez raison. Et ça peut être dans plein de niveaux, tout ce qui touche à l'estime de soi, tous les domaines qui sont importants pour vous peuvent être affectés. Ça peut être au travail, ça peut être dans la vie amoureuse, ça peut être dans les relations amicales, ça peut être dans les relations familiales, dans vos projets personnels, dans tout un tas de domaines. Alors, ce que je vous propose, je vais vous parler du programme de ce soir. C'est qu'on démarre et je vais vous dire un peu ce qu'on va aborder ce soir. D'une part, je vais vous parler des 4 signes principaux qui permettent de reconnaître qu'on se sabote et des émotions qui sont associées à l'autosabotage, c'est-à-dire ce qu'on va ressentir quand il y a un autosaboteur qui est présent et qui est à l'œuvre. Je vais vous parler d'un exemple qui va être la situation de Marie et la façon dont chez elle, son autosaboteur se manifeste par la petite voix dans sa tête. Je vais vous parler des différentes voix, c'est-à-dire que dans l'exemple de Marie, c'est une voix, mais il y en a plusieurs. Les autosaboteurs ne prennent pas tous la même forme et donc ils ne vont pas nous envoyer toujours les mêmes messages. Ça dépend de chacun, ça dépend de la situation. Et je vais vous parler de ça et de la façon dont je vous invite à dialoguer avec eux pour vous aider à les apaiser, en fait. Puisque, comme vous avez déjà commencé à l'aborder, c'est un rapport non apaisé avec une partie de soi qu'on mésestime. Vous voyez. Ça a à voir avec notre estime de nous. Donc, du coup, il y a besoin d'apaiser ça, de guérir en fait ces blessures du passé pour pouvoir prendre sa place, s'affirmer sereinement, être soi-même, spontané, sans crainte. Ni anxiété, parce qu'effectivement, l'anxiété peut être forte quand on s'auto-sabote aussi. Et puis, je vais vous proposer un exercice. Je ne sais pas si je vous avais dit de préparer une feuille, un papier, un stylo et un papier, parce qu'on fera un petit exercice au cours de cette conférence. Est-ce que tout le monde a avec lui un papier, un stylo ? Oui. Parfait. Donc, avant de démarrer, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y en a certains d'entre vous qui me connaissent et qui ont suivi des vidéos sur la chaîne ou qui ont peut-être vu mon blog, mais peut-être pas tout le monde. Donc, moi, je suis psychologue clinicienne et coach et donc spécialisée dans les questions de la gestion des émotions et de l'autosabotage. Et en 2020, j'ai publié un livre qui s'appelle « Le complexe de la tortue, surmonter ses autosabotages et oser briller », dans lequel
Je parle d'auto-sabotage au travers de l'analyse d'un film, d'une comédie romantique américaine que j'ai trouvée intéressante parce qu'elle mettait en scène un personnage qui se sabotait à la fois sur le plan de sa carrière et dans sa vie amoureuse. Et je trouvais que le scénario était bien écrit et que ça permettait de parler d'auto-sabotage au travers d'un exemple concret de fiction. Et donc, j'explique dans le livre quels sont les mécanismes d'auto-sabotage de ce personnage, cette femme. Qu'est-ce qui fait qu'à 45 ans, elle n'arrive pas sa carrière est un peu au point mort, c'est-à-dire qu'elle a une passion dans la vie qui est le stylisme et qu'elle ne met pas du tout... elle fait des petits boulots, en fait. Elle ne met pas du tout en œuvre sa passion. Elle ne concrétise pas sa passion. Elle est paralysée par tout un tas de choses. Et donc, du coup, elle se contente de petits boulots. Et puis, de petit boulot en petit boulot, tout va se casser la figure. Elle va se retrouver au pied du mur. Et c'est ce qui va la pousser à oser, en fait, aller vers ses rêves. Et donc, j'analyse un peu qu'est-ce qui fait qu'elle se sabote et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un déclic et qu'elle trouve cette force en elle de se réaliser, d'être elle-même. Et parallèlement, il y a aussi tout un cheminement sur le plan amoureux, puisque du coup, dans sa vie amoureuse, c'est la même chose, c'est un désert. Et donc, je parle de ça, voilà. Et je parle aussi des loyautés inconscientes, puisque du coup, c'est quelqu'un qui est prise dans des loyautés inconscientes très fortes avec sa mère. Et je parle à la fois des problématiques du masculin et du féminin qui sont très présentes dans l'autosabotage, qui empêchent de s'affirmer, qui empêchent de prendre sa place, qui empêchent de se libérer de liens, de dépendance qui deviennent toxiques au bout d'un moment. Voilà. Et donc, parallèlement à ça, j'ai mis en place des ateliers qui s'appellent Stopper ses autosabotages et oser prendre sa véritable place, parce que la question qui se pose, évidemment, c'est comment on se libère de ça. Voilà, et donc du coup, j'ai un blog et une chaîne YouTube, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans lequel j'aborde un peu ces notions-là. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Maintenant, on peut tout de suite entrer dans le vif du sujet, quels sont les signes, à quoi on reconnaît qu'on se sabote, quels sont les signes de reconnaissance qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Eh bien, un des signes, qui est un indicateur de l'autosabotage, c'est quand on a la sensation que les autres à côté de nous avancent dans un domaine. Ça peut être dans la vie amoureuse, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on a des amis qui se mettent en couple, qui ont des enfants, et puis nous, on reste bloqués, soit on reste célibataire, ou on ne fonde pas de famille. C'est des problématiques qui sont très récurrentes, qu'on voit beaucoup, qui font souffrir. Dans le travail, ça peut être la même chose. On peut ne pas évoluer comme on le souhaite dans son travail, ou ne pas oser mettre en œuvre une passion. On n'ose pas se lancer et on garde un travail à côté raisonnable ou raisonné, mais qui ne nous fait pas vibrer. Et donc, on a l'impression de rester bloqué, tandis que les autres à côté de nous avancent. Ça a l'air d'être facile pour eux, ou en tout cas, ils ont l'air d'être plus légers, ils ont l'air d'avoir plus de ressources. Enfin, en tout cas, il y a un décalage qui se crée entre notre cheminement, où on a l'impression d'être presque paralysé, immobile, tandis que les autres avancent. Ça, c'est un premier critère qui peut vous mettre la puce à l'oreille, qui peut être un indicateur. Le deuxième indicateur, c'est si vous observez ce que vous ressentez au fond de vous, et si vous avez le sentiment qu'il existe un décalage entre ce que vous sentez être réellement vous et votre personnalité profonde et ce que vous montrez aux autres à l'extérieur. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un écart entre la personne que vous êtes à l'extérieur avec les autres et puis ce que vous sentez de vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a une partie de vous qui est retenue, qui ne s'exprime pas, ou qui n'est pas vue, ou qui n'est pas perçue, ou qui n'est pas reconnue? Voilà. Cet écart-là, vous voyez, c'est toujours une question d'écart entre un potentiel et puis ce qui se matérialise, ou entre ce que les autres font et ce que nous, on fait à côté. Alors, il ne s'agit pas de se comparer, attention, ce n'est pas une question de se comparer négativement, mais j'ai le sentiment d'avoir les pieds dans le ciment et d'être immobile et les autres avancent. Je ne comprends pas pourquoi. Ou j'ai le sentiment qu'au fond de moi, j'ai bien plus que ce que je montre dehors, mais que c'est bloqué. C'est exactement mon cas.
un autre critère, un autre indicateur qui peut parler d'autosabotage, c'est le fait de ne pas réussir à atteindre quelque chose qui est important pour nous, qui nous rendrait heureux, qui nous rendrait fiers de nous, qui nous apaiserait aussi, qui nous mettrait en paix. Il y a quelque chose d'important qui compte beaucoup pour moi, mais je n'arrive pas à l'atteindre. C'est toujours l'idée de rester bloqué et que ça reste hors de portée. Ou, si j'arrive à l'atteindre, ça ne dure pas. C'est-à-dire que ça ne va pas pouvoir rester longtemps. Je ne vais pas pouvoir le garder dans la durée. Et c'est ce qui signe l'autosabotage, c'est le fait que c'est un schéma qui se répète. Ce n'est pas arrivé une fois, mais ça vous arrive fréquemment, répétitivement, ça revient. Parfois, quand c'est fort, on peut avoir l'impression d'avoir une malédiction. Pour les autres, c'est possible, mais pour moi, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui m'est pas autorisé, qui m'est bloqué, voilà. Pour les autres, c'est possible, mais moi, c'est différent. Ça, c'est aussi un indicateur d'autosabotage, surtout si c'est un schéma, comme je vous dis, qui se répète, qui est familier pour vous. Et donc, pour aller plus loin que le point précédent, là où clairement il y a de l'autosabotage, c'est quand quelque chose de très positif vous arrive, une belle surprise, quelque chose qui était inattendu, ou que vous avez acquis par votre travail et puis vos efforts, mais que quand ça arrive, vous êtes un petit peu angoissé et vous commencez à vous dire, oh là, c'est trop beau, ça ne va pas durer. Quand il y a cette petite voix dans votre tête, si vous connaissez cette petite voix qui vous dit, oh, c'est trop beau, ça ne va pas durer, ça c'est vraiment une voix qui parle, qui signe votre autosaboteur. Et donc, on comprend bien d'ailleurs parce que c'est trop beau pour ce qu'on estime mériter. Donc, du coup, il y a une partie de nous qui va nous ramener à ce qu'elle pense qu'on mérite. Vous voyez, et donc, du coup, qui va faire en sorte que ça nous glisse entre les doigts, que ça nous échappe, qu'on perde, si c'est de l'argent, par exemple, qu'on perde cet argent. Si c'est une promotion, on peut se faire licencier, par exemple, j'en sais rien. On peut décevoir, on peut rater son entretien d'embauche, comme je disais tout à l'heure. Il y a des tas de choses qui font que j'ai été retenue pour l'entretien d'embauche pour ce poste, ça c'est fantastique. Et puis, oulala, mais c'est trop beau, ça va pas marcher. Il va y avoir un couac. Voilà. Ce type de pensée-là, c'est tout à fait typique de l'autosabotage. Et donc, évidemment, vous comprenez bien que vous avez dû le vivre, ça amène de la frustration, quand on a l'impression d'être bloqué face à un mur et qu'on n'arrive pas à ouvrir la porte et qu'on n'arrive pas à avancer quand les autres avancent, ça amène de la frustration, ça amène un sentiment d'impuissance parce qu'on ne trouve pas la clé pour ouvrir cette porte. On perd confiance en soi. On peut avoir un sentiment d'isolement. Si les autres avancent et qu'on reste bloqué, on peut se sentir isolé, on peut se sentir seul. On peut se dévaloriser, bien sûr. Il y a une petite voix qui peut arriver, nous dévaloriser. On peut se replier parce qu'on en a marre d'essayer d'être confronté à des échecs, donc on finit par abandonner. On peut ruminer, évidemment, parce que du coup, il y a un conflit entre une énergie qui veut avancer et puis ce blocage, cette porte fermée, donc ça fait ruminer, ça met en colère. C'est un mélange de colère et d'impuissance, la rumination. Et puis aussi, comme on l'a abordé tout à l'heure, vous l'avez dit, on peut ressentir de l'anxiété face à quelque chose qui nous fait envie. Ça amène de l'anxiété, le fait que peut-être ça peut arriver. Ou un sentiment d'insécurité. On peut avoir peur aussi il y a quelque chose d'enthousiasmant qui arrive, mais ça nous fait peur. Et puis voilà, du côté du découragement et de l'impuissance, un sentiment de fatalité. Voilà. Donc globalement, c'est un peu ces émotions-là qui vont se réveiller. Alors pas tout en même temps, c'est l'une ou l'autre, mais c'est ce type d'émotions-là qui sont présentes et qui se réveillent quand on est bloqué dans des situations d'autosabotage. Bon, moi, j'ai une question par rapport à tout ça, si c'est possible. Je ne sais pas si je peux intervenir maintenant. Ouais. Effectivement, il y a ça, mais quand ça dure depuis, je ne sais pas, 20 ans, enfin, je vois, j'ai 45 ans, ça fait 20 ans que c'est comme ça. Enfin, je me dis, ce n'est pas solutionnable. Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire, je ne vois pas l'issue. Enfin, j'ai une grosse partie de ce que vous avez décrit. C'est mon cas pour ma part. Et je balade ça depuis 20, 30 ans finalement. Parce qu'à 15 ans, je ne me posais pas du tout toutes ces questions-là.
Mais à partir de 20 ans, voilà, ça fait 25 ans que j'ai cette problématique et je me la traîne. Donc, je ne vois pas comment je pourrais évoluer et retirer ça, quoi. Enfin, comment je peux changer. Voilà. Eh bien, ça va s'éclairer au fur et à mesure. Vous allez voir, Céline, parce que l'autosabotage, c'est un mécanisme. Donc, du coup, il y a des forces euh, inconscientes, invisibles, qui œuvrent pour bloquer et qui empêchent la partie de vous qui a envie d'avancer, d'évoluer, de changer. Elle l'empêche d'être libre d'avancer. Donc, vous voyez, c'est un rapport de force, c'est un conflit entre deux forces différentes, comme un bras de fer, on pourrait dire en quelque sorte. Et donc, du coup, pour l'instant, ce que vous décrivez, c'est le fait que la partie qui vous sabote est plus forte que la partie qui a envie d'avancer. Et donc, du coup, elle maintient l'autre immobile, paralysé. Voyez. Mais bien sûr que c'est possible de changer, il faut comprendre sur quoi mobiliser votre énergie, sur quoi travailler en fait. Mais vous allez voir que oui, bien sûr, c'est possible. Oui. C'est comme une reprise de pouvoir, finalement. Oui, c'est une reprise de pouvoir, tout à fait. Tout à fait. C'est reprendre les commandes parce que si vous voulez, c'est une partie invisible et inconsciente qui agit, qui dirige. Et donc, comme un pilotage automatique, quelque part. Pilotage automatique. En pilotage automatique, c'est des schémas inconscients automatiques qui se mettent en place. Et du coup, eh bien, en mettant de la lumière sur ces mécanismes et en sachant quoi travailler pour renforcer la partie qui veut s'affirmer, qui veut reprendre la main, et en apaisant aussi la partie parce qu'on va voir que ces autosaboteurs, ils ne sont pas que négatifs, en fait, ils sont aussi bien intentionnés et ils cherchent à nous protéger. Donc, on va voir que, en les rassurant, par exemple, ça peut contribuer à les apaiser. Il s'agit de les apaiser aussi. Vous allez voir, il y a plusieurs choses à faire. S'affirmer, reprendre la main, comprendre ce qui se passe et les rassurer, travailler sur son estime de soi, etc. Attendez, excusez-moi, mon chat est bloqué et il rate. Je reviens, je vais lui ouvrir. Donc, du coup, pour résumer un peu ce que je vous ai dit, dans l'autosabotage, en fait, il y a l'idée à la fois de rester paralysé dans un aspect de sa vie, qui est au point mort. Hein. Il y a l'idée qu'il y a un décalage qui peut se créer avec les autres. Et aussi qu'il y a un mur invisible entre ce qu'il y a au fond de moi, mon potentiel, mes talents, mes qualités, mes ressources, et ce que j'exprime au dehors. Ça passe pas. Il y a quelque chose qui filtre et qui laisse passer qu'une toute petite partie de qui je suis, de mes talents, de mes compétences, etc. Donc voilà le tableau général qui vous permet de reconnaître l'autosabotage. Voilà, les signes extérieurs. Voilà. La façon dont ça va se manifester dans votre vie, l'impact que ça va avoir. Et donc, l'autosabotage, comme on vient de le dire, eh bien, ça ressemble un peu à cet iceberg, c'est-à-dire que la partie émergée de l'iceberg, en haut, c'est la partie consciente, c'est-à-dire c'est nos rêves, nos projets, ce qu'on veut faire, là où on veut bouger, là où on veut avancer. C'est notre désir conscient, voilà la partie qui parle là en ce moment, consciente. Mais en dessous, il y a toute une partie inconsciente invisible, dans l'obscurité, qui va être nourrie par, qui va être représentée par les petites voix qui vont être critiques, qui vont nous critiquer, qui vont nous dévaloriser, des petites voix qui ont peur et qui, eh bien, nous retiennent en arrière. Donc, tout à l'heure, je parlais de bras de fer, mais ça pourrait être une partie qui cherche à avancer et une autre qui la tire par le t-shirt en arrière et qui lui dit « tu ne bouges pas, tu restes ici ». Donc voilà, c'est pour ça que c'est un rapport entre des forces qui sont opposées. Une qui veut avancer et une autre qui ne veut pas bouger. Et évidemment, c'est celle qui ne veut pas bouger qui est la plus forte en partie. Pas forcément complètement, mais ça dépend de l'intensité de l'autosabotage, mais elle va être
elle est puissante en fait, hein, surtout qu'on ne la connaît pas bien, on ne la voit pas, elle est dans l'obscurité, elle agit à notre insu. Donc, plus on arrive à la connaître, plus on arrive à reconnaître quand elle est là, qu'on comprend pourquoi elle agit, eh bien, on va pouvoir lui parler comme, j'ai envie de dire, j'allais dire comme un enfant. Si c'est une voix qui a peur, ça peut être notre enfant intérieur qui a peur, donc on peut aller le rassurer, lui parler, mais voilà, vous allez voir qu'il y a différentes voix. Il n'y a pas que l'enfant qui a peur. Et donc, on va pouvoir, en mettant de la lumière, on va comprendre ce qui se passe et on va pouvoir agir plus efficacement, ou en tout cas, on va avoir des clés. Parce que tant qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on n'a pas de clé, on ne sait pas où il faut appuyer, on ne sait pas quelle porte ouvrir. C'est pour ça qu'on est impuissant, on ne trouve pas la solution. Mais dès qu'on commence à comprendre, il y a des solutions qui apparaissent. Il y a des chemins qui apparaissent. Est-ce que je peux faire une parenthèse? Oui. Parce que justement, ça me parle, parce que moi, il y a une partie de mon sabotage que je commence à comprendre et je me rends compte que c'est, quelque part, c'est de la bienveillance de ma part à la base, en fait. Oui. Je ne sais pas si je développe ou je vous laisse terminer. Oui, oui, tout à fait. L'autosaboteur, c'est une partie qui nous veut du bien en réalité, qui paraît être un ennemi. Hein. Quand on voit ces effets concrets, on se dit c'est un ennemi à l'intérieur de moi qui lutte contre moi, mais en vérité, c'est souvent un allié qui cherche à nous protéger d'un danger qu'il perçoit. Donc, c'est une partie bienveillante, comme vous dites, effectivement. Alors, pas que à 100%, mais il y a toute une partie qui est bienveillante et qui, je dirais 50%, qui est bienveillante et qui est sincèrement inquiète pour nous, de nos projets, qui pense que c'est dangereux, que ça va nous exposer, qu'il peut nous arriver des bricoles qui vont nous mettre à mal et qui, du coup, pense que c'est mieux de rester en sécurité et de ne pas bouger. Sauf qu'évidemment, sur le long terme, ça a des conséquences néfastes. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'à un moment donné, on devient prêt justement à affronter ce dont on se protège. Absolument, absolument. C'est aussi un mécanisme qui vient du passé, à une époque où on n'avait pas forcément les ressources qu'on a aujourd'hui et qui n'a pas vu qu'on avait évolué et qu'on a des nouvelles ressources aujourd'hui et qu'on peut être prêt à affronter ces situations et que ça peut bien se passer. Ça ne va pas forcément se passer avec un scénario négatif que la voix imagine, que l'autosaboteur imagine et dont il cherche à nous protéger. Absolument, tout à fait. Et après, d'un point de vue, on va dire, comme disait Valérie tout à l'heure, amoureux, visiblement, ça sabote sur tous les domaines. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Je sabote aussi bien mes relations personnelles, le boulot, ça peut aller. Et pareil, j'arrive en retard, etc. Je ne sais pas pourquoi. Et je procrastine parce que je trouve ça pénible de faire telle ou telle tâche et que j'ai le temps. Et c'est dans tous les domaines. C'est comme ça, moi. C'est ça que je vous dis, je pense que je suis bien piquée quand même. Ben, c'est possible, c'est-à-dire que effectivement, plus vous l'observez, je dirais que l'intensité de l'autosabotage, c'est en fonction du nombre de domaines qui sont impactés et puis de l'intensité des effets négatifs, évidemment. Ouais. Mais on peut cheminer. Par contre, évidemment, il y aura beaucoup de résistance, mais c'est possible de cheminer, bien sûr. En même C'est une temps, question d'amour de soi. On va voir que c'est beaucoup une question d'amour de soi et que donc ça veut dire qu'il y a besoin de beaucoup apprendre à s'aimer inconditionnellement. Valérie en parlait tout à l'heure. En même temps, si je peux me permettre, sur ce que j'ai entendu tout à l'heure de ce que disait Céline, elle dit qu'elle a eu des moments difficiles dans sa vie où elle s'est prouvé d'ailleurs qu'elle était forte, elle y était arrivée. Mais néanmoins, l'autosabotage est certainement là pour lui éviter de revivre ces moments difficiles, en fait. Absolument. Des boucliers avec toutes ces expériences qu'elle a construites au fur et à mesure. Et maintenant, dès qu'il y a un truc qui arrive, elle sort le bouclier avant même de savoir. C'est ça. Ça peut être tellement douloureux qu'il y a une partie de soi qui se contracte et qui ne veut pas prendre le risque d'y retourner. C'est bien naturel, hein, c'est des mécanismes de protection automatique et très puissants. C'est une partie de nous qui nous a aidés à surmonter ça et qui ne veut pas du tout qu'on se réexpose. Absolument, tout à fait. Comme des carapaces, quoi. Oui, tout à fait. C'est une carapace.
Et donc, je vous propose qu'on regarde l'exemple de Marie, un exemple que je vous ai préparé pour comprendre un peu la question des petites voix dont vous parliez, Céline, comment on peut travailler à partir de ça. Parce que c'est à partir des petites voix qu'on peut, entre autres, travailler. Donc là, je vous ai représenté Marie, qui est un peu introvertie et qui, du coup, voit un groupe de gens qui s'amusent bien et puis qui passent un bon moment ensemble et qui se dit « j'aimerais bien me joindre à eux ». Donc, au fond d'elle-même, elle a envie d'y aller. Elle a envie de les rejoindre. C'est peut-être des collègues de travail, des amis, Voilà. Elle a envie de partager plus de choses. Elle a envie d'avoir plus de liens sociaux. Sauf qu'à ce moment-là, il y a une petite voix dans sa tête qui arrive et qui lui dit « non, tu vas être déçu, reste chez toi, tu vas pas savoir quoi dire, tu vas te sentir mal à l'aise, ils ne vont pas s'intéresser à toi. » Et donc, du coup, qu'il invite à ne pas y aller, à rester replié et à rester à distance, en fait, de la situation qui lui fait envie et qu'elle aimerait rejoindre. Et donc, vous voyez, dans cette petite voix, c'est intéressant de pouvoir extérioriser la petite voix, c'est-à-dire de la dissocier de Marie. Il y a Marie qui a son désir conscient, la partie émergée de l'iceberg, qui dit « j'aimerais bien, voilà, ce que moi j'aimerais, c'est ça ». Et il y a l'autosaboteur dessous, invisible, qu'on peut représenter de façon distincte, c'est-à-dire c'est un personnage qu'on dessine à côté de Marie, et on va écouter sa voix, on va le faire parler, et donc on entend que l'autosaboteur de Marie, eh bien, on voit qu'il a peur pour elle. Hein, tu vas être déçu, tu vas te sentir mal, ils ne vont pas s'intéresser à toi, c'est dangereux, n'y va pas. Donc on voit que cet autosaboteur, il a peur, il essaie de la protéger, et qu'en même temps, eh ben, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'il la dévalorise. Il lui dit qu'elle ne va pas savoir quoi dire, qu'elle n'a pas les capacités, les compétences, les ressources pour bien se débrouiller, qu'elle n'est peut-être pas intéressante. Et que du coup, il l'invite donc à rester chez elle, à s'isoler. Vous voyez, donc, dans le livre La complexe de la tortue, j'utilisais l'image de la tortue parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est une carapace dans laquelle on se met pour se protéger, mais qui, du coup, nous isole du monde, nous isole de la lumière, nous isole de la légèreté, de la joie, du bonheur, de la vie. Vous voyez, donc, il y a quelque chose qui nous invite à rester en sécurité, mais si on reste trop en sécurité, il y a quelque chose qui s'éteint en nous. Il y a une partie de vie qui s'éteint. Et c'est ça qui rend triste, c'est ça qui rend lourd, qui amène de la grisaille intérieure, etc. Et donc, on voit bien que cet autosaboteur chez Marie, on va dire il y a 50%, il est inquiet et il cherche à la protéger, donc il est bienveillant. Et à 50%, il la dévalorise un peu, c'est-à-dire qu'il la mésestime. Il parle d'une blessure qu'elle a à son estime d'elle-même. Elle n'est pas sûre de sa valeur, elle n'est pas sûre du fait qu'on peut s'intéresser à elle, elle n'est pas sûre d'être capable d'avoir les compétences sociales pour tisser des relations amicales, etc. Ou ça peut être en réunion d'équipe, elle veut donner son point de vue sur un sujet et puis elle n'ose pas parce qu'elle se dit j'ai pas des idées intéressantes. Ou, voilà. Donc on peut se retenir de participer à un groupe de cette façon-là. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer un peu la petite voix, la façon dont elle peut se manifester. Sauf que, comme je vous disais, l'autosaboteur, il a plusieurs voix. Ce n'est pas toujours cette voix-là qui arrive. Je dirais qu'il a 4 facettes. Il peut avoir 4 facettes, l'autosaboteur. Il peut, comme chez Marie, porter la voix de la peur. C'est-à-dire il est craintif, il pense que c'est dangereux, il veut vous maintenir en sécurité, il est bienveillant, il vous dit non, reste là en sécurité, ne va pas à l'extérieur. Un petit peu comme une mère un peu surprotectrice qui pense que vous êtes en danger, que vous n'avez pas les ressources et qu'il ne faut pas y aller. Alors, parce que, à juste titre, dans le passé, ça a été vrai. Hein, comme on disait tout à l'heure, on a pu être extrêmement blessé. Et donc, on a pu, je sais pas, on a pu être moqué, on a pu se sentir incompétent, se sentir inférieur aux autres, et hop, donc c'est une voix bienveillante qui dit « Rappelle-toi, ça s'est passé, ça peut vraiment être très douloureux, n'y retourne pas. » Donc, c'est la voix de la peur qui dit « Attention ».
C'est aussi, dans le cas de Marie, la voie de la dévalorisation, c'est-à-dire qui va malmener votre estime de vous, qui va vous dire, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, tu peux pas y aller. T'as pas assez d'expérience, t'es pas assez rigolote, t'es pas assez intelligente, t'es pas assez, etc., etc. Tous les adjectifs auxquels on peut penser, qui va penser qu'on n'est pas assez, qui va nous le rappeler, qui va voir le verre à moitié vide. L'autosaboteur, il peut aussi être pessimiste. Ça peut être une voix pessimiste qui a une vision sombre de la vie, des autres, de l'avenir, et qui vous dit tout est noir, il n'y a pas d'espoir à avoir, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. C'est ce type de voix-là aussi. Hein. La petite voix, elle peut nous dire ça. Elle peut nous dire, mais t'espères, mais tu te leurres. Il n'y a rien de bon à attendre. Et quelquefois, c'est une voix qui est encore plus forte et encore plus virulente, qui va être agressive parfois, autoritaire, qui va nous maltraiter en fait, hein, qui va nous tourner en dérision, qui va ironiser sur nous, qui va être rabaissante, mais voyez, avec virulence. Hein. C'est pas simplement que on n'est pas assez ceci ou pas assez cela, ça va être vraiment rabaissant, humiliant. Ça va être une voix humiliante, vous voyez. Qui parle voilà, de schémas de maltraitance verbale qu'on a pu vivre et qui se répètent dans notre tête. Hein, il y a cette voix qui en psychanalyse, on dit qu'il s'est introjectée, c'est-à-dire qu'elle est rentrée à l'intérieur de nous. Il y a un petit personnage qui nous maltraite et qui nous dit qu'on est moins que rien, en gros. Voilà. Donc, vous voyez, ça peut prendre 4 formes différentes. Chez Marie, on a vu que c'était la peur et la dévalorisation, mais ça peut être plus aigu que ça. Voilà. Donc là, voilà, je vous ai illustré un petit peu le type de pensées qui peuvent surgir, le type de voix qui peuvent illustrer ces quatre tendances. Donc, de toute façon, le monde est injuste. Donc là, on voit le pessimisme. Il n'y a pas de justice à attendre dans ce monde. C'est tout noir. Tu n'es qu'une grosse nulle, tu ne sais rien faire. Bon, bah là... c'est de la grosse dévalorisation, on est vraiment dans, je dirais, un début de maltraitance quand même, hein. T'es vraiment une moins que rien, quoi. T'es trop nul, tu sais rien faire. Pareil, pour qu'est-ce qui te permet de croire qu'il s'intéresse à toi, tu rêves ma pauvre, c'est pareil, c'est humiliant. Vous voyez, quand on est dans l'humiliation, on a basculé déjà dans des schémas maltraitants. Les autres vont te voler tes idées, bah là, c'est de la peur. C'est de la peur. C'est de la peur et du pessimisme dans le sens où on perçoit les autres comme menaçants, comme pas bienveillants, comme égocentriques par exemple, ou intéressés que par eux, et on a l'impression qu'on compte pas pour eux. Bon, c'est un mélange de peur et puis de pessimisme sur la vie et sur les autres. Fais attention, ils vont te jalouser, c'est la même chose. Laisse tomber, il n'y a rien à faire, c'est perdu d'avance, bah, c'est le pessimisme. Vous voyez, ça peut prendre ça peut être ce genre de voix-là. Alors après, chacun a les siennes, hein, en fonction de son histoire, en fonction de ce qu'il a vécu et de sa sensibilité. Mais voilà, on retrouve ces quatre messages, ces 4 types de messages, la voie de la peur, la voie du pessimisme, la voie de la dévalorisation ou la voie de la violence rabaissante, maltraitante. En quoi vous placeriez Moi, j'ai eu des parents qui se sont beaucoup victimisés. Et du coup, j'ai beaucoup culpabilisé. Dès que je me mettais en colère, j'étais hystérique. Et j'arrive pas trop à savoir si c'est de la dévalorisation ou de l'agression, en fait. Par exemple, qu'est-ce qu'il pouvait vous dire? Par exemple, régulièrement, alors mon père, c'était « je veux pas le savoir ». Ma mère, c'était « je le crois pas » ou « enfin, mais non, n'importe quoi ». Je lui disais 2 plus 2 égale 4 et elle me disait mais non, n'importe quoi. Et n'importe quoi donc excusez-moi, j'ai pas tout compris. En fait, j'avais l'impression d'être folle quand je lui parlais parce qu'elle ne me croyait pas, mais même quand je disais des évidences. Alors, en quoi ça vous sabotait? En quoi ça s'opposait à un désir? Vous vouliez faire quoi et qu'est-ce que ça bloquait comme mouvement chez vous? Ça me donnait l'impression d'être dans une sorte de folie. Soit elle était folle, soit j'étais folle, soit on était folles toutes les deux, en fait. Est-ce que vous réagissiez à quoi donc? Peut-être un peu... Vous n'êtes pas obligé de développer, mais du coup, c'est difficile de répondre sans
Oui. Alors régulièrement, alors les phrases clés, c'était je le crois pas, ou si je m'énervais, c'était allez tout de suite l'hystérie. Oui, mais disons que là, si vous voulez, vous réagissiez déjà à quelque chose. Donc déjà, la situation, elle est complexe parce que vous réagissiez à quelque chose qui vous est violence. Si vous mettiez en colère ou réagissiez émotionnellement fortement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous agressait déjà. Ouais, à ça, l'hystérie, c'était dans un deuxième temps, mais en fait, quoi que je raconte, en fait, elle ne me croyait pas, en fait. Je ne pouvais pas lui dire quelque chose. Des bonnes choses? Oui, même des bonnes choses. Vous racontiez des bonnes choses? Oui, peu importe ce que je racontais. Je racontais ce qu'on m'avait appris à l'école et puis elle me disait « Oh non, je ne le crois pas ». Ah oui, d'accord. Voilà. Vous racontiez par exemple quelque chose de positif. Ah, je suis contente, à l'école, on a appris ça, c'était intéressant. Ouais. Et puis, votre maman... Ou des fois, je lui parlais en plein milieu de la phrase, elle tournait le dos et puis elle s'en allait. Oui. C'est maltraitant ce que vous décrivez. Hein. C'est des schémas, ça, ce sont des schémas familiaux qui sont très, très implantés et qui se répètent un peu automatiquement, comme on disait tout à l'heure, à notre insu. Et c'est complexe et c'est de la maltraitance que vous décrivez. Hein. C'est-à-dire la maltraitance, c'est quand on attaque votre enthousiasme, votre spontanéité, ce qui vous en rend heureux, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien. Quand c'est attaquer, dénigrer, humilier, moquer, ou que vous passez d'un état de joie et d'enthousiasme à sidération, abattu, déprimé, voilà, on est dans un schéma maltraitant. Et je pense que ce que vous décrivez de vos parents, ça a l'air tellement automatique et répété qu'ils l'ont vécu eux-mêmes et ils le répètent. Parce oui, c'est ça, c'est inconscient. Mais du coup, ils n'ont pas réussi à s'en libérer. Et du coup, on le transmet, de génération en génération. Donc, ça me fait penser à ça. Ça discrédite la personne, en fait. Oui, ça discrédite. Oui. Ça attaque très profondément l'estime de soi, on le voit bien. C'est l'identité, c'est l'élan vital qui est attaqué. Et en fait, c'est très difficile bon, aujourd'hui, ça va mieux et puis ils ont travaillé sur eux, mes parents, mais du point de vue de l'enfant, c'est très difficile parce qu'on voit bien qu'ils ne font pas exprès. Oui. Eux, ils se sentent dans leur droit et dans leur vérité. Et du coup, à un moment donné, dans l'adolescence, on a envie de remettre les choses en place, mais on se sent l'agresseur. Oui, tout à fait, absolument. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut s'affirmer. C'est nécessaire de se remettre droit, hein, de se redresser, de s'affirmer pour prendre sa place. Et ça peut susciter, comme vous disiez, une réaction de victimisation où c'est comme si ça laisse penser que le fait de vous affirmer, de prendre votre place, porte atteinte à l'autre, ce qui est faux. C'est faux. Vous avez le droit de prendre votre place et ça n'atteint personne. Bon, si vous voulez, dans les situations un petit peu comme celle-là, les espaces sont confondus. Donc, l'autre a vraiment l'impression que ça l'agresse, mais c'est lui qui doit travailler sur le fait qu'il est mal positionné ou qu'il ne vous laisse pas votre liberté et qu'il a à lâcher prise et à vous laisser votre espace sans intervenir, sans chercher à avoir de l'emprise dessus, etc. Ou du contrôle. Et puis, quand vous prenez votre place, ça suscite des peurs chez les autres, hein, parce que du coup, c'est le fonctionnement un peu systémique. Quand on est un groupe, on est plusieurs. Quand il y en a un qui bouge, ça fait bouger les autres. Et si les autres, ils n'ont pas envie de bouger, ça leur fait peur, ils se sentent vraiment angoissés ou en colère. Ne bouge pas parce que là, tu me fais peur. C'est ça. C'était très... Bon, après, je vais vous laisser terminer, mais c'est vrai que c'était très difficile de lancer ce travail. Oui. En sachant que je n'arrivais pas à être en colère contre ma mère parce que je voyais qu'elle ne faisait pas exprès. Et quand on est tout seul à le faire, c'est encore plus difficile parce qu'en face, il y a plusieurs personnes qui peuvent relayer un discours négatif. Et ça demande du courage parce qu'il faut des ressources pour pouvoir tenir bon et s'autoriser à le faire. Et donc, bravo. Merci. Pas fini.
Donc voilà, on est, voilà, ça correspond tout à fait à ce dont on parle ici. Et donc, voilà, ce que je voulais vous expliquer par ces exemples, c'est qu'on comprend que l'autosaboteur, la petite voix dans notre tête, elle peut être plus ou moins virulente, plus ou moins forte, plus ou moins négative, plus ou moins bienveillante ou au contraire agressive. Ça dépend de l'intensité de l'autosabotage. Et la source, en fait, de ces voix négatives à l'intérieur de nous, eh bien, on l'a vu, c'est à la fois la peur et le manque d'estime de soi. C'est les deux sources, de l'autosabotage. Et c'est là-dessus, Céline, qu'il faut travailler. On va le voir, c'est-à-dire rassurer les peurs et puis se revaloriser. C'est-à-dire vraiment, vraiment, vraiment se revaloriser. Ça, c'est travailler à faire beaucoup d'exercices qui nourrissent l'estime de soi, beaucoup d'exercices d'acceptation aussi de soi, parce qu'on peut rejeter des parties de soi qu'on n'aime pas et qu'on juge négativement. On peut être critique, hein, quand la voix qui nous critique, en fait, elle rejette une partie de nous qu'elle juge. Donc, il y a tout un travail d'acceptation de ces parties de soi qu'on n'aime pas trop et d'amour, en fait, à leur envoyer. Voilà. Et dans le cas de Marie, voilà, on voit bien que c'est une voix qui cherche à protéger tout en dévalorisant en même temps. C'est-à-dire que l'autosaboteur, il est, comment dirais-je, il est à la fois, c'est quelqu'un qui nous veut du bien. C'est quelqu'un qui nous veut du bien et qui cherche à nous protéger avec ses ressources qui peuvent être limitées, hein, c'est-à-dire ne bouge plus et reste en sécurité. Il n'y a pas autre chose à proposer parce que c'est un autosaboteur qui s'est mis en place souvent quand on était petit. Et donc, quand on est enfant, on n'a pas beaucoup de ressources, hein. On dépend beaucoup des adultes. Et donc, c'est une partie bienveillante qui cherche à nous protéger, mais avec ses ressources, et puis qui n'évoluent pas, qui sont bloquées à l'époque où il s'est mis en place. Et en même temps, qui est aussi teintée de dévalorisation, hein, qui est infiltrée par les blessures qu'on a à l'estime de soi et qu'on a besoin de guérir pour pouvoir se libérer en fait de ces autosaboteurs. Et ce que je vous propose du coup ce soir, c'est un petit exercice de penser à une situation où vous pensez vous auto-saboter dans votre vie et d'essayer de la représenter sur une feuille. C'est-à-dire sur votre feuille, vous allez vous dessiner la scène en fait qui vous vient à l'esprit. Voilà, dans cette situation-là, je me sabote. Et donc, essayez de représenter cette scène avec vous. Donc, en vous représentant vous comme Marie avec votre désir conscient, j'aimerais ça, ce qui serait important pour moi, c'est ça, etc. Je veux aller là. Et puis, essayez d'extérioriser votre autosaboteur, de le dessiner à côté de vous, en le faisant parler, comme dans le cas de Marie. Et puis, on va écouter ce qu'il dit, ce qu'il vous dit. Pourquoi il vous bloque? Est-ce qu'il a peur de quelque chose? Bon, on va essayer simplement d'écouter. Voilà, d'extérioriser cette petite voix et puis d'écouter ce qu'elle vous dit. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour faire ça, pour penser à cette situation.
Donc là, on doit dessiner nos petits personnages. Enfin, c'est ça en gros. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous y arrivez? On vous montrera nos dessins après, parce que ça va être bien rigolo. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez bien sûr. Moi, c'est plus des phrases qui me viennent. Des phrases, oui. Ouais. Oui, mais vous avez dessiné? Oui, oui, je me suis dessinée à un bureau, mais après, c'est une voix qui vient comme avec un porte-voix au-dessus. Très bien, très bien. Ok, eh ben, écrivez ce qu'elle vous dit. Oui. Vous pouvez faire voilà, des bulles de bande dessinée dedans. Vous faites parler la voix avec son porte-voix, ce qu'elle vous crie à l'oreille. Et vous pouvez, si vous avez réussi à dessiner, voilà, donner une forme à cette voix, comme là le porte-voix, vous pouvez lui donner un surnom. C'est très intéressant de trouver un surnom à votre autosaboteur, à cette voix-là qui vous parle à ce moment-là, qui se présente à ce moment-là. Parce que comme je vous le disais, il peut y avoir, selon la situation, ce n'est pas forcément la même voix qui va apparaître, mais celle-ci, cette voix-là, vous pouvez lui trouver un surnom. Et comme ça, vous savez que c'est un tel, votre autosaboteur à ce moment-là, qui est là. Du coup, je pense j'ai pas entendu tout le monde participer, mais est-ce que c'est bon pour celles qui ne sont pas intervenues? Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous arrivez à faire l'exercice? Emmanuel, oui? Oui, oui, oui. Moi, excusez-moi, j'ai eu un petit souci, j'ai dû couper en plein milieu, donc j'espère que je n'ai pas trop loupé, mais... Ah, d'accord. On va voir Je vous mettrai l'accès au replay si vous voulez. Ah, génial. D'accord. Comme On ça, l'aura tous ou pas, le replay? si vous voulez, oui, je vous mettrai le lien. Ouais. Oui, si ça vous intéresse, vous me Moi, direz. les piqûres de rappel, j'aime bien, moi. Ok. Si c'est bon pour vous, je propose qu'on continue pour que je vous montre comment on peut dialoguer avec son autosaboteur. Une fois qu'on a entendu ce qu'il nous dit, qu'on entend sa voix, on va pouvoir dialoguer avec lui et je vais vous expliquer un peu comment. Donc voilà, ce qu'on a vu, c'est qu'à la fois c'est un allié qui est inquiet pour nous et qui cherche à nous protéger d'une situation qu'il a vécue dans le passé et qu'aujourd'hui il perçoit comme toujours dangereuse, dans laquelle on pourrait être blessé, humilié, on pourrait être déçu,
Et du coup, ça pourrait nous déstabiliser profondément. Donc, il cherche à nous éviter ça. Et en même temps, voilà, et c'est aussi une voix qui nous critique, qui peut nous dévaloriser, qui n'a pas confiance en nous, en nos ressources, en fait, pour faire face à la situation, et qui peut nous envoyer un message négatif sur ce qui ne va pas chez nous, ou ce qu'on ne serait pas assez. Et donc, pour s'en libérer, comme je vous le disais, vous pouvez apprendre à faire face à ce personnage-là et à engager un dialogue avec lui. Et on va voir qu'on ne va pas dialoguer avec lui de la même façon selon le ton qu'il emploie avec nous. Vous voyez, si c'est la voix de la peur, on ne va pas lui répondre de la même façon que si c'est la voix de la dévalorisation, etc. Donc, vous comprenez que si c'est une voix qui a peur pour nous, elle va avoir besoin d'être rassurée et encouragée. Enfin, en tout cas, elle va avoir besoin qu'on la rassure et qu'on puisse s'affirmer en lui disant ne t'inquiète pas, je te remercie de ton inquiétude et de l'énergie que tu mobilises pour me protéger. Je sais que tu as peur pour moi pour telle et telle raison, mais ne t'inquiète pas parce qu'aujourd'hui, j'ai les ressources nécessaires. Moi, je crois que je peux y arriver. Et même s'il y a des moments où ça ne va pas être facile, je vais pouvoir y faire face. Ouais. Donc, l'idée est là, c'est-à-dire de pouvoir rassurer cette voix qui a peur. Si c'est une voix qui est critique et dévalorisante. Juste une petite parenthèse, cette séquence-là d'aller parler en gros à sa voix, on fait à n'importe quel moment dans la rue, ou quand... Oui, quand elle est là, vous pouvez. Le mieux, c'est d'être au calme, mais c'est dans la rue, bien sûr. Vous pouvez le faire dans la rue, dans votre tête, en vous disant, si vous sentez qu'il y a une angoisse qui arrive, ne t'inquiète pas, tout va bien. Comme si vous parliez à un enfant. C'est votre enfant intérieur à ce moment-là qui se manifeste, qui est insécurisé. Et donc, du coup, il a besoin que vous soyez son parent bienveillant, sécurisant, avec qui le rassure. Et donc, il faut lui dire, mais ne t'inquiète pas, parce que je suis là et je sais ce qu'il faut faire, ou ça va bien se passer, fais-moi confiance. Si c'est une voix qui vous dévalorise, qui vous dit vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela, et là c'est important de ne pas être d'accord avec elle. À ce moment-là, il va falloir s'affirmer et lui dire, vous défendre et dire, tu sais, je ne suis pas d'accord avec toi. Je vois que tu as une mauvaise image de moi, mais tu sais, moi, je trouve que je suis bien parce que ceci, parce que cela, j'ai telle qualité, j'ai réussi à faire ça, rappelle-toi, regarde comme je me suis bien débrouillée. Moi, j'aime ce que je fais. Si c'est une voix qui vous, je sais pas, vous faites de la musique et elle vous reproche de faire des fausses notes, mais moi, je trouve que je joue suffisamment bien et c'est normal de faire des fausses notes de temps en temps ou j'en sais rien. C'est pas grave. Vous voyez, qui va juger vos imperfections et lui dire, mais tu sais, oui, je suis pas parfaite, mais c'est pas grave. Et moi, je trouve que je suis bien comme je suis. Et je vois que toi, alors vous pouvez aussi la remercier. Si elle cherche à vous rendre parfait, vous pouvez dire, je vois que tu es inquiète, que tu as peur que je ne sois pas suffisamment ceci, ou qu'on puisse me critiquer ou me juger, mais je te remercie de t'inquiéter pour moi et de vouloir me protéger, mais tu sais, moi, j'ai envie de me montrer telle que je suis au monde, et c'est extrêmement stressant de me mettre toute cette pression sur les épaules, et aujourd'hui, j'ai plus envie. J'ai envie d'être moi-même. Et c'est pas grave si c'est pas parfait, en vérité. Et les gens, ils m'aimeront comme je suis, par exemple. Si c'est une voix pessimiste, j'ai oublié de le mettre là, mais si c'est une voix pessimiste qui voit le monde sombre, et de toute façon, ce n'est même pas la peine d'essayer parce que les gens sont tous égoïstes et le monde est injuste et de toute façon, il n'y a rien de bon à attendre, eh bien, vous pouvez lui dire, je vois que tu es vraiment pessimiste et que tu n'as pas d'espoir, mais tu sais, moi, je ne suis pas d'accord parce que je pense que si. Je pense qu'il y a de l'espoir. Regarde ces belles choses qu'il y a là. Et donc, c'est l'aider à entrevoir qu'il y a de la lumière, il y a du beau, il y a des belles choses. Il y a pas, c'est pas bisounours, c'est pas tout beau, tout rose, c'est vrai, mais il y a du beau. C'est pas tout noir.
C'est-à-dire c'est une voix qui voit le monde avec des lunettes filtrantes, qui transforme tout en noir. Et on peut lui dire, tu sais, c'est pas vrai. Il y a aussi des belles choses, il y a aussi des sources d'espoir. Regarde, là, il y a quand même ça de beau dans ma vie, ou il y a ça de bien chez telle personne. Oui, c'est vrai que c'est pas tout beau, tout rose, mais il y a de l'espoir dans la vie. Vous voyez. Donc, pouvoir lui répondre comme ça, lui amener votre vision. Il ne s'agit pas de la convaincre, parce que vous n'allez pas réussir à convaincre ces voix, mais vous allez lui dire, moi, je ne vois pas les choses comme ça aujourd'hui. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Donc, c'est prendre votre place. On parlait de reprendre les commandes tout à l'heure, c'est-à-dire ces voix-là, elles sont aux commandes. C'est comme si votre vie, c'était une voiture, elle est au volant. Et donc, vous lui dites, laisse-moi prendre le volant, parce que moi, je vois les choses différemment, ou j'ai envie de prendre une autre direction dans ma vie. Et n'aie pas peur, je sais ce que je fais. Et même s'il y a des difficultés, je saurai y faire face. J'ai d'autres ressources aujourd'hui. Et puis, tu sais, je ne vois pas tout à fait le monde aussi noir que toi. Je pense qu'il y a quand même des belles choses et que c'est pas... Tu as une vision un peu déformée des choses, qui est normale, mais moi, je vois autre chose aujourd'hui. Si c'est une voix qui est plus virulente et qui va être autoritaire, qui va être agressive, qui va vous humilier, qui va vous rabaisser, là, c'est important vraiment de vous redresser, de vous affirmer et de dire moi, je ne te laisserai pas dire ça et je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Si tu continues, je m'en vais, par exemple. Hein. Parce que les voix peuvent être extrêmement... vous enfermer. Et là, c'est dire, non, mais de toute façon, t'es qu'une grosse nulle, tu sais rien faire, tu n'y arriveras jamais, regarde la dernière fois, écoute, d'abord, vous essayez de dialoguer. Si elle insiste, si c'est une voix qui vous colle, qui insiste et qui est vraiment négative et qui vous rabaisse, vous dites, écoute, moi, j'ai plus envie d'entendre ça, si tu continues, je m'en vais. Par exemple, ça fonctionne. Vous allez voir. On s'en va où? Enfin, comment on fait? On est avec nous-mêmes. Je n'écoute plus. Oui, on est d'accord que c'est pas facile, mais essayez de lui dire, vous allez voir ce qui se passe. C'est fou. Ouais. Vous allez voir ce qui se passe. On peut. Okay. Ouais. On est bien d'accord pour qu'il y ait un impact. On ne se parle pas à soi, mais on parle bien au saboteur. Au saboteur. Hein, on ne dit pas oui, je devrais faire ceci, mais j'arrête de penser ça. Non, non. Non. Celui qui m'interpelle et qui me pourrit la vie, là, je lui parle comme si c'était une entité extérieure. C'est ça, exactement. Sinon, l'impact ne serait pas le même. En face de vous. D'accord. Ou à côté de vous. Et c'est à cette personne, à ce personnage-là que vous parlez. C'est un petit... En fait, vous voyez, ce qu'on aborde là, c'est le fait qu'on a un théâtre intérieur. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnages à l'intérieur de nous qui apparaissent, qui parlent, qui nous influencent. Certains très positivement et puis d'autres moins. Et donc, l'idée, c'est de les connaître, de savoir qui ils sont. Et parce que moins on les connaît et plus on les rejette, plus ils sont puissants. Mm-hmm. Plus on les connaît et plus on les accepte, c'est-à-dire accepter, ça veut dire pas les laisser aux commandes, mais ça veut dire je comprends ce que tu dis. Je ne suis pas en guerre contre toi. Voilà. Ça désamorce, en fait. On peut les accepter dans le sens les aimer. Vous voyez, c'est pas facile, mais c'est je comprends ce que tu dis, je sais pourquoi tu dis ça, mais je ne suis pas forcément d'accord. Et je ne te laisserai pas diriger ma vie. Parce que moi, je vois les choses différemment. Alors moi, je le fais en parlant à moi-même. Alors du coup, c'est comme si je me mettais des coups sur la tête, en fait. Oui, c'est le risque. Mm. C'est que ça peut renforcer la dévalorisation. C'est ça. Oui, tout à fait. Parce que je sais, mais je le fais quand même. Alors pourquoi? Mais alors que je le sais, alors que si on dissocie, oui. c'est... Et oui, voilà, bien sûr. Ouais, tu ne vas pas me pourrir la vie, je t'explique. Oui. Mm-hmm. Oui. Ouais, ça dévalorise quand on le fait à soi-même, ça c'est vrai. Oui. Ça renforce le truc, en fait. Tout en ayant en tête que
comment le dire, tout en ayant en tête que c'est une chance que vous donne votre autosaboteur de se manifester, parce qu'en fait, on voit bien que ça parle d'une blessure du passé. Et donc, la chance se trouve là-dedans, dans le fait que ça revienne aujourd'hui, c'est que ça vous indique le chemin pour aller guérir cette blessure. Sinon, il n'y a pas de chemin. Donc, on peut le prendre, on peut remercier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut remercier cette voix. Alors, pas celle qui est maltraitante, mais dire je te remercie d'essayer de me protéger, ou je sais que tu penses œuvrer pour mon bien, mais je ne suis pas d'accord. Même la maltraitante, parce que, enfin, pas tant qu'on ne l'a pas conscientisée, mais à partir du moment où elle a mis en lumière, c'est une blessure qui se met en lumière pour qu'on la guérisse. Oui, tout à fait. Et bien sûr. Je comprends ce que vous dites. Oui, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être dans de l'acceptation, c'est-à-dire du pardon. Vous voyez, c'est un peu ça finalement. Parce que plus on juge, plus on rejette, plus on refait grossir cette voix, vous voyez. Donc, c'est vraiment l'idée de ne pas partir en guerre, parce que souvent on part en guerre contre ces autosaboteurs, parce qu'ils nous énervent et ils nous pourrissent la vie. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à les aimer, en fait. Voyez. Pas pour qu'ils s'installent et qu'ils restent, hein, mais d'apprendre à les aimer pour qu'ils se dégonflent petit à petit. Et que et vous allez avoir plus d'influence si vous les aimez et les comprenez. Ils vont plus vous écouter et diminuer. Et vous laisser la main. Un ennemi, si on imagine un ennemi réel dans la vie comme une guerre, par exemple, plus vous allez le rejeter, le mépriser, plus il va devenir haineux et il va vouloir venir vous ennuyer, vous voyez. Il va s'accrocher. Donc là, c'est vraiment l'idée de se réconcilier avec toutes les parts de soi, y compris celles qui nous semblent néfastes. Leur dire, je comprends pourquoi tu es là, j'accepte ton impact dans ma vie. Par contre, j'ai envie de faire les choses différemment aujourd'hui. Et je sais que tu pensais faire pour mon bien, et je te remercie pour toute la protection parce que souvent cet autosaboteur, il vous a protégé dans le passé, hein, c'est lui qui vous a aidé à survivre, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il est plus adapté, il est handicapant. Donc, je te remercie vraiment sincèrement pour toute l'énergie que tu as mobilisée pour m'aider, mais là, j'ai besoin de reprendre la main aujourd'hui. Et après, moi, ma question, c'est dans toutes ces situations, dans le contexte de la procrastination, comment que ça s'approprie, comment ça se mélange. Il faut dessiner, Céline, la scène de procrastination. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez choisi de dessiner. Oui, complètement. Alors, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Attendez, je vais stopper le partage d'écran pour qu'on puisse vous voir. Après, pareil, j'ai mis du texte aussi, puisque tout dessiner, c'est pas... Vous pouvez nous expliquer le dessin? Parce que vous voyez. Oui, vous, votre saboteur, alors qu'est-ce que vous dites? Moi, j'ai plein de projets, j'ai plein de trucs, j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de choses. Et puis lui, il me dit, arrête, il y a du danger, oh, tu peux pas faire ça. Prenez un exemple concret. Restez sur un seul exemple. Prenez une situation précise. Là, clairement, je vais parler de voyage, par exemple, parce que c'est vraiment, je l'ai dans la tête, j'en parle régulièrement, j'ai envie de voyager. Là, je suis pas accompagnée, je suis pas en couple. Et j'en suis arrivée à un stade où j'en ai tellement marre que je m'en fous, j'ai envie de partir toute seule en voyage, mais loin. Oui, très bien. Et c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il vous dit alors, votre auto-saboteur? Parce que c'est dangereux. Oui, il a peur. Oui, c'est dangereux. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Oui, principalement, c'est ça. C'est que... Et donc, vous voyez, vous devez le rassurer, lui dire, mais
je te remercie vraiment du fond du cœur de ton inquiétude pour moi et de tout ce que tu fais pour essayer de me protéger depuis si longtemps. Mais aujourd'hui, c'est vraiment important pour moi de voyager parce que ça me rendrait tellement heureuse, tellement vivante, tellement fière. Et D'accord. fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je suis capable de gérer les situations une à De une. gérer, ouais. Ouais. D'accord. Je vais être capable de trouver des solutions à chaque difficulté et je ne suis pas kamikaze, je ne vais pas me mettre dans des dangers affreux. Tu sais comme je suis, donc fais-moi confiance. C'est très important pour moi de faire ça. Vous voyez? D'accord. Comme ça, par exemple. Ok. Ah. Ok. Je me sentis tellement, tellement bien et tellement fière de moi et heureuse d'y arriver et de l'accomplir. Fais-moi confiance. Laisse-moi faire. Laisse-moi y aller. D'accord. Donc, vous voyez, à chaque fois que vous doutez, soyez la plus précise possible dans la situation. Allez vraiment dans un exemple pour sentir quelle est la voix qui parle. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est... D'accord. Et donc, qu'est-ce que j'ai... Voilà, donc j'ai repris la situation de Marie, justement. Donc, j'aimerais bien me joindre à eux. Oui, mais tu vas être déçu, tu vas pas savoir quoi dire, tu vas être mal à l'aise, ils vont pas s'intéresser à toi, etc. Et donc, on reprend le processus. Je sais que tu es inquiète pour moi et que tu as peur que ça se passe mal et que je me sente nulle et inintéressante. Tu as peur que je revienne déprimée, peut-être, si j'essaye d'y aller. Et je te remercie, vraiment, je te remercie de ta sollicitude. Je remercie de toute l'énergie que tu déploies pour me protéger. Mais aujourd'hui, je suis capable d'affronter la situation, tout va bien se passer, j'ai de nouvelles ressources, fais-moi confiance. Et même si il y a quelque chose qui ne tourne pas comme sur des roulettes, même si ce n'est pas un long fleuve sans fil et qu'il va y avoir effectivement des moments où je vais me sentir mal, etc., je vais réussir à surmonter. Et il va y avoir des bonnes choses qui vont arriver de tout ça. C'est-à-dire que la voix, elle a un peu raison. Il y a des trucs qui vont certainement... certaines peurs, comme on disait tout à l'heure, vont se réaliser. Quand on a peur de quelque chose, une partie de nous l'amène à se réaliser. Donc, on va avoir peut-être des moments où elle va se sentir un petit peu mal à l'aise ou à l'écart, où elle ne va pas savoir quoi dire. Mais ce n'est pas très grave, ça ne va pas être catastrophique. Ça ne va pas être horriblement douloureux parce qu'elle va réussir à y faire face. Et que derrière, il y a des bonnes choses à y gagner, en fait. Donc, ça va équilibrer. Et plus Marie, elle va affronter ses peurs, ou vous, Céline, plus vous allez prendre confiance en vous, vous rassurer sur vos capacités, sur vos ressources et devenir de plus en plus confiante. C'est un cercle vertueux comme ça qui se met en place. Et au début, c'est toujours, il y a le plus de peur et de plus de difficultés, et puis petit à petit, on prend confiance, on y arrive de mieux en mieux, tout est plus facile, etc. Donc voilà, je vous disais, essayez, je vous écris sur ce slide, essayez de parler à votre auto-saboteur, de trouver ce que vous pouvez lui répondre. Essayez donc de cerner, est-ce que c'est la voix de la peur? Est-ce que c'est une dévalorisation, auquel cas il faut lui dire que vous n'êtes pas d'accord et lui rappeler tout ce qu'il y a de bien en vous? Est-ce que, et qu'il vous sous-estime et qu'il a une vision déformée de vous? Est-ce que c'est une voix pessimiste et c'est pareil, vous lui amenez une vision positive de la vie, des gens, et lui dire que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, qu'il a un peu raison, mais pas complètement, qu'il a une vision déformée? Est-ce que c'est une voix agressive qui vous rabaisse? Auquel cas, c'est important de dire stop et de dire je ne suis pas d'accord pour que tu me parles sur ce ton. Et comme quelqu'un qui vous parlerait mal, vous dites mais moi je suis pas d'accord pour que tu me parles sur ce ton, je n'ai pas mérité ça. Je mérite que tu me respectes. On peut ne pas être d'accord, mais c'est important que tu me respectes. Est-ce qu'on a intérêt, quand on a toujours la même situation, du coup, qu'on répète en auto-sabotage? Je vais prendre un exemple, je ne sais pas, par exemple, les sorties de Marie
de peut-être faire quelque chose où il n'y a qu'une seule personne, ou enfin une situation où elle va vers une nouvelle personne, mais ce n'est pas un gros défi. Oui, bien sûr, attention. Semer les défis. Ou comme Céline, de, je sais pas, partir un petit week-end dans un hôtel et puis de faire des voyages un peu plus loin petit à petit. Enfin, fragmenter au début pour que ce soit un défi moins gros. Absolument. C'est très important de faire par étapes, par petites marches. Parce que quand on a peur, donc c'est sortir de sa zone de confort. Si vous prenez une marche trop haute, vous risquez de vous faire mal. C'est-à-dire que la peur se réalise. Elle va toujours se réaliser un petit peu. Donc, c'est important que ça n'excède pas vos ressources, vos capacités à y faire face. Donc oui, si vous ne savez pas nager, il ne s'agit pas de se jeter dans un lac ou dans la piscine, une plongeoire comme ça. Non, vous avez raison, il faut faire des petits pas. Merci de l'avoir précisé. Du coup, les petites réussites aussi font taire l'autosaboteur finalement. Exactement, parce que c'est un petit défi qui va vous stresser, mais vous allez réussir à le surmonter. Vous allez vous muscler votre confiance en vous, vous allez gagner confiance en vous, vous pourrez faire un petit pas un petit peu plus grand la fois d'après. Si c'est trop grand, effectivement, le risque, c'est qu'on se rate, que ça fasse extrêmement mal et que du coup, on se replie. Et que ça renforce notre saboteur en disant, tu vois, je te l'avais bien dit. Exactement. Tout à fait. Dans le cas de la peur, c'est très important de faire des petits pas progressifs. On le trouve aussi, par exemple, dans le sport. Je devrais faire du sport. Attendez, excusez-moi, il y a mon chat qui est insupportable. Je vais lui ouvrir, je reviens. Comme ça, c'était 15 secondes. Dans le sport, on le retrouve aussi. C'est-à-dire que j'ai quelques kilos en trop, je devrais faire du sport, etc. Et puis on s'y met pas. Et puis un jour, on décide de s'inscrire à la salle de gym. On va à la salle de gym et on fait une semaine de cours intensifs. C'est horrible, on s'est fait c'est très désagréable, on est tout courbaturé, ça a été hyper dur. En plus, les profs de salle de gym, ils poussent à aller plus loin, etc. On se dégoûte, on s'est fait trop mal, on n'a plus envie d'y retourner. On a fait trop fort. Et donc, du coup, on a peut-être fait à fond pendant une semaine ou deux, et puis après, ça a été tellement désagréable, tellement pénible qu'on n'a plus... Voilà, l'auto-saboteur revient et dit... Vous voyez l'auto-saboteur qui est bienveillant, qui dit « mais arrête, c'est trop douloureux », et puis et donc, du coup, il revient en force et il vous retire en arrière. Et donc, là aussi, c'est très important de le faire à petits pas pour prendre soin de vous, mais sans vous maltraiter. Parce que faire trop de sport d'un coup, c'est aussi se maltraiter. Donc, il faut que ça reste plaisant. Il faut, bien sûr, si on va faire des cuisses abdos fessiers, ça fait un petit peu mal, mais il ne faut pas que ça soit trop. Il ne faut pas revenir en ayant trop mal parce qu'après, on n'a plus envie d'y retourner. Le corps, il a une sagesse. Il vous dit non, là, ce n'est pas le bon chemin. Donc, moi, j'y vais plus. Et donc, là aussi, c'est important de le faire petit pas par petit pas pour que vous ayez du plaisir à le faire, en fait, pour que ce soit agréable, de la fierté, du bien-être après coup, en fait. Évidemment, sur le moment, le sport, c'est jamais très agréable quand on est courbaturé au début. Après, il y a une espèce d'hormone, je ne sais plus si c'est l'endorphine, je ne me rappelle plus quelle est l'hormone qui se met en place, qui fait qu'on a plaisir à faire un peu d'effort, mais au début, pas du tout. Et donc, du coup, il faut y aller à toute petite dose pour que l'inconfort ne soit pas trop pénible et qu'ensuite, il y ait vraiment un plaisir et une fierté d'y avoir été et un bien-être de prendre soin de sa santé. Donc, c'est la même chose. C'est les petits pas. Justement, je voulais demander, j'ai l'impression que c'est un peu lié. Alors, j'ose pas trop parce que c'était peut-être le moment que j'ai loupé, mais moi, l'exemple que je citais au tout début, c'était par exemple les retards. Et c'est-à-dire que moi, ça passe pas par le stade voix, c'est directement un comportement. La voix, je l'entends même pas, quoi. Je suis directement comportement automatique. Je vais être en retard et c'est peut-être après où je vais me dire, attends, peut-être que... Et j'ai l'impression que, moi, par exemple, ça arrive souvent, j'ai des comportements, et c'est après où je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Et là, oui, je me suis sabotée, je ne me suis pas assez respectée, ou je me suis pas...
mon comportement, au final, m'a mis en difficulté. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, quel comportement, par exemple, Emmanuel? C'est pour ça que là, je reparlais du retard. C'est ce qui me semble le plus concret, le plus facile à aborder. Alors, du coup, sur votre dessin, vous vous êtes dessiné « Je veux arriver à l'heure ». Bon, c'est pas celui-ci, mais oui, par exemple, je veux arriver. Ah, mais oui, mais du coup, justement, là, cette situation-là, j'ai pas réussi à la représenter parce que je me dis rien. Je suis en retard. Oui, mais aujourd'hui. Je n'ai pas de voix, je veux dire. Oui, mais ça passe pas par le tas de voix. Oui, mais Emmanuel, aujourd'hui, si vous prenez la situation, vous dites demain, j'ai un rendez-vous ou le travail ou une réunion, je veux arriver à l'heure, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, c'est votre voix consciente, votre désir conscient, c'est ça? Oui. C'est important pour moi d'arriver à l'heure? Oui. Ou pas? Oui, bah si, oui. Oui. Ça dépend, des fois, c'est pas grave, mais si c'est important pour vous, voilà, c'est ça votre désir. C'est important pour moi d'arriver à l'heure. Oui. Voilà. Parce que sinon, Et donc, là, on va écouter. Est-ce que vous savez ce qui vous met en retard? Qu'est-ce qui vous met en retard, au final? Je pense que c'est plein de choses que je mets en place, que je me dis, j'ai le temps. Oui, donc vous dessinez cette petite voix, elle vous dit, j'ai le temps. Vous mettez un petit personnage qui vous dit, mais t'as le temps. T'as le temps. Ah ouais, voilà, c'est un peu ça, ouais. T'as le temps. Attends, puis tiens, non, c'est pas super bien coiffé, tu vas trop coiffer une deuxième fois. Voilà, prends le temps de te recoiffer, c'est important. Tac, tac, voyez. Quoi d'autre? Ça, du coup, je peux le faire a posteriori. Oui. Si j'ai pas entendu la petite voix, ça va finir par m'inquiéter d'entendre mes voix, mais si j'ai pas entendu la petite voix, je peux le faire. C'est toujours a posteriori au début, parce que sur le moment, on ne se rend pas compte. La situation a posteriori, et là, je fais parler ma petite voix, d'accord. Oui, c'est toujours a posteriori, parce que sur le moment, vous êtes en mode automatique. Bah oui, c'est ça. Et après coup, quand vous vous en rendez compte, vous faites votre petit dessin, par exemple. C'est plus facile au début de dessiner pour concrétiser, matérialiser ce qui se passe, la scène. Et donc là, votre voix, vous voyez, on le fait là, et elle dit mais t'as le temps, t'inquiète pas, t'as le temps, t'es large là, t'as encore le temps. Ouais, c'est ça, t'es large. Au sketch de Laurence Foresti. Laurence Foresti, oh, t'es large, t'as encore le temps. C'est ça. Tu prends tes baskets et t'y en 2 minutes. Non. Et puis, ensuite, mais attends, regarde, t'es mal coiffée, prends le temps de te recoiffer quand même, c'est important, etc. Oui. Et donc, finalement, ça vous met en retard. Bon. Et alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est cette petite voix? Ça serait laquelle? T'as le temps, t'es large. Pourquoi elle pense que vous avez le temps? En fait, elle est mauvaise conseillère. Oui, ça dépend. Ah oui. Pourquoi alors elle retient? En plus, j'ai une notion du temps qui est super, super juste. À chaque fois qu'on me demande l'heure, que j'ai pas l'heure, je sais toujours l'heure qui est. C'est quand même un truc. Ouais. Mais jamais quand je suis dans des situations où je dois être à l'heure. Enfin, jamais. Je me soigne, donc ça va mieux. Et je trouve que voilà, cet exemple-là, il est assez concret. Ouais, toujours tendance à. Non, moi je dirais, Emmanuel, que c'est pas la voie de la peur au premier abord. C'est pas non plus c'est pas du pessimisme, c'est un excès d'optimisme plutôt. C'est pas dévalorisant, c'est pas maltraitant ni agressif. Bon, alors, on va regarder quelles conséquences ça a négatives. Mais souvent, excusez-moi, parce que du coup, je fais le lien avec d'autres choses, comme si des fois, ça bloquait un petit peu mon raisonnement logique. C'est un peu ça. Par exemple, quand je commence je travaille en intérim. Bon, bref, dès que je commence une nouvelle mission et dès qu'il y a un enjeu, parce qu'il peut y avoir un poste derrière, je deviens complètement imbécile, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à emmagasiner. J'ai l'impression que c'est un peu le même mécanisme avec les retards. Ça bloque un peu mon raisonnement. J'ai l'impression que si vous voulez, l'effet négatif, c'est que ça donne une mauvaise image de vous, c'est ça? Ça sabote Ouais, c'est ça. Vos relations. Ouais. Donc, du coup, ça, vous voyez, c'est une voie qui va par un excès d'optimisme, va conduire à une dévalorisation. Ça va saboter vos relations, j'en sais rien, professionnelles ou je ne sais pas. Ouais. Même bloquer mes capacités. Bloquer vos capacités, oui, vous parliez du bac, ça va bloquer vos capacités. Donc là, c'est une voie mauvaise conseillère. Ouais. Et donc, du coup, là, vous allez lui dire
je sais que tu crois que j'ai le temps, mais je vais pas t'écouter parce que c'est très important pour moi d'être à l'heure. Et donc, je veux arriver en avance. Vous allez lui fixer un cadre. Vous avez besoin d'être un père affirmé et protecteur qui dit maintenant, il faut que tu y ailles. Ça suffit, stop. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut que tu y ailles. Arrête. Mais comme je ne vais pas lui dire sur le moment, du coup, c'est ça que j'ai un peu de mal. Bah, Je vais lui dire, t'aurais dû arrêter. Ou oui, mais vous pouvez, si c'est pour arriver en retard, vous savez à quelle heure vous pouvez partir. Oui. Bon. Voilà. Vous pouvez vous dire, ça va arriver demain matin. Si c'est pour aller au travail le matin, ça va arriver demain matin. Il faut que je parte au plus tard à telle heure. Et donc, vous allez essayer d'être vigilante en vous disant... alors, il y a plusieurs choses. Vous pouvez essayer d'être vigilante en vous disant, il faut que je parte à telle heure au plus tard. Et puis, sur votre frigo, mettez attention à la petite voix qui va te dire que tu as le temps, vous voyez. Et donc, du coup, vous allez vous dire, non, il faut vraiment que je parte à telle heure. Et prenez plus large, c'est-à-dire, si vous devez partir à moins le quart, eh ben, mettez-vous, je pars à moins 20. Vous voyez. Ensuite, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que là, clairement, il faut travailler sur votre estime de vous parce qu'il y a évidemment quelque chose de plus profond qui est que vous pensez ne pas mériter des bonnes choses. Pour moi, je pense qu'il y a une piste à creuser de ce côté-là. Et que du coup, qui va saboter le bon qui pourra arriver. Et donc là, il faut vraiment les travailler. Je mérite. Il faut déjà comprendre pourquoi vous ne pensez pas mériter. Et je mérite d'avoir une bonne note au bac. Je mérite de faire mon épreuve. Vous voyez, au bac, vous auriez mérité de faire votre épreuve sereinement, d'avoir tous vos calculés, d'avoir des bons résultats. Il faut aller regarder ce qui... En fait, moi, ce que je vous conseille, vous voyez, c'est plus ou moins complexe, mais là, c'est plus complexe que pour Céline. Mais là, ce qu'il faudra aller travailler, c'est qu'est-ce qui va se passer si ça se passe bien. Oui. Qu'est-ce qui va se passer si ça se passe bien? Et là, vous allez voir, ah, mais je ne mérite pas, Là, vous allez pouvoir être plus précise dans de vous qu'il faut travailler. Donc après, il y a des affirmations, l'estime de soi, c'est complexe, donc il y a beaucoup de choses à faire. Ok. Et du coup, juste pour être très très clair, sur le truc de la petite voix, il m'arrivait un truc, alors là c'était l'air tard, mais parce que c'est quand même pas tous les jours, heureusement, c'est quand même quand il y a un truc particulier. J'ai été en retard, je peux le reprendre après, quitte à être en décalage, mais voilà, avoir quand même ce discours bienveillant, quitte à dire, bah voilà, là ce matin, je te remercie, voilà. Mais là, tu m'as pas rendu service et moi, je veux reprendre la main là-dessus et voilà, dorénavant, je vais, quand il y a un événement comme ça stressant pour moi, je respecterai les horaires ou je sais pas quoi, oui. Avec une progression aussi dans le futur. Je sais pas si c'est clair. Oui, tout à fait, absolument. Absolument. Je pense que tu essayes de me protéger de quelque chose, mais tu sais, ça m'amène beaucoup d'ennuis. Et j'ai vraiment aujourd'hui envie de me respecter et de faire ce qui est bon pour moi. Et ça passe par arriver bien à l'heure. C'est important pour moi d'arriver bien à l'heure aujourd'hui. Et je mérite qu'il y ait des bonnes choses qui m'arrivent. Ouais. Ok, je comprends que le système. Pas de souci. Merci. Si je peux me permettre, moi, ce que j'entends dans cette expérience, c'est que le saboteur essaye de démontrer qu'elle n'est pas fiable. Alors après, je pense qu'on a des filtres parce que moi, j'ai la même situation aussi, je suis tout le temps en retard. Mais quelque part, j'aime bien, enfin, je crois que je fais un peu exprès parce que d'une part, je sais que je n'ai pas du tout envie de faire ce travail-là, j'ai envie de faire autre chose. Et de l'autre, ça, c'est des années de réflexion. Hein. De l'autre, quelque part, je me donne le droit d'être en retard pour un truc que je n'aime pas. Oui, alors ça, c'est un autre cas de figure. C'est comme pour la procrastination. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, moi, dans ce cas de figure-là, c'est un peu différent d'Emmanuel. Emmanuel, ça serait bon pour elle d'arriver à l'heure. Vous, c'est quelque chose qui est pénible et désagréable.
et vous auriez envie de faire autre chose. Mais par contre, je le Du coup, c'est reproduis. une partie de vous qui essaye de s'affirmer, ça peut être ça, hein, une partie de vous qui essaye de s'affirmer, de dire, qui est un peu rebelle et qui dit, mais là, je m'oblige à faire quelque chose qui ne me plaît pas, mais en fait, j'aurais plutôt envie d'autre chose, donc j'ai pas trop envie de le... Voilà. Sauf qu'après, comme elle, je l'ai reproduit. Oui, tout à fait, voilà. Voilà. Mais je l'ai reproduit. À un moment donné, j'ai eu un entretien pour un poste qui me plaisait vraiment beaucoup au sein de mon employeur. Et c'est la première fois que j'arrive à être à l'heure pour quelque chose qui me plaît. Oui. Et j'ai eu ce dialogue avec moi en me disant, pareil, au moment de, oui, mais de toute façon, tu vas pas, même si tu es prise, après, tu vas les décevoir. Enfin, j'ai eu ce moment-là. Ouais, voilà, bien sûr, bien sûr. Et de me dire, oui, mais quand même, je vais être encore plus déçue de moi si je ne me donne pas cette chance-là. Oui, Mais, absolument. ouais. Donc, du coup, là, vous avez un autosaboteur qui peut-être vous dit t'aimes pas trop ce que tu fais, mais tu mérites pas vraiment mieux non plus. Enfin, vous voyez, donc il y a quelque chose qui est un peu emprisonnant, qui dit en fait, la partie de vous qui veut s'affirmer, qui dit mais en fait ça me plaît pas, j'ai pas envie de rester enfermé là-dedans. Mais dès que vous essayez de faire quelque chose qui vous plaît, il y a une autre partie qui vous tire vers le bas en disant non mais tu vas les décevoir, tu vas pas être assez ceci, pas être assez cela, vaut mieux que tu restes là où tu es. Vous voyez, donc il y a ça tire des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous voulez aller vers ce qui vous fait du bien, il y a une voie qui vous tire vers le bas et qui vous fait rester en bas. Et quand vous êtes en bas, vous dites non, mais quand même, j'ai envie de faire autre chose. Il y a une partie qui pense que vous méritez mieux. Vous voyez, donc ça tire des deux côtés. Là aussi, c'est vraiment l'estime de soi. Le fait que vous méritez des choses épanouissantes, vous méritez d'être libre. Vous méritez de la légèreté, vous méritez de vous lever le matin en étant enthousiaste, vous méritez de vous sentir utile ou créative, vous méritez d'être respecté dans ce que vous faites ou d'être nourri dans ce que vous faites, j'en sais rien, vous voyez. Donc c'est là-dessus, dans ce qui résonne pour vous, qu'il faut aller travailler. Et donc, pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de la conférence, quelle que soit la voie à laquelle quelle que soit la voix de votre autosaboteur, quel que soit le ton avec lequel il vous parle, dans chaque cas de figure, il faut répondre comme un parent bienveillant répondrait à son enfant ou à quelqu'un qui lui parle. C'est-à-dire, il faut être un adulte affirmé, bienveillant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de répondre à l'autre avec mépris, hein, il ne faut pas parler à sa voix avec mépris, hein, mais comme un adulte bienveillant qui ne se laisse pas embobiner, qui ne se laisse pas malmener, qui ne se laisse pas influencer négativement, qui ne se laisse pas dominer par des peurs, et qui dit, qui vous défend, qui vous encourage, qui vous pousse à affronter vos peurs à petite dose, à petite étape, par petite étape et à tenter des nouvelles expériences, qui vous pousse à vous affirmer. Vous voyez, tout le travail, en fait, c'est de faire grandir ce parent intérieur bienveillant, cet adulte qui va vous défendre, vous guider, vous encourager et vous protéger quand on ne vous respecte pas, etc. Sauf qu'évidemment, cette voix, en général, est très, très faible à l'intérieur de soi parce qu'elle n'est pas musclée du tout. On n'a pas appris à la faire grandir. Donc, c'est-à-dire qu'il faut travailler à faire grandir cette voix, à la muscler. C'est pour ça que, oui, vous pouvez reprendre après coup les situations, même si elles sont passées, ce n'est pas grave, et retravailler dessus, en vous encourageant, en vous valorisant. S'il y a quelque chose où vous n'avez pas été respecté, vous n'avez rien dit, on peut revenir après coup. Il y a des tas d'exercices. On peut faire des lettres, on peut aussi aller retourner voir la personne et lui dire, tu sais, en fait, je t'ai dit ça, mais en fait, non. Je t'ai dit oui, mais en fait, je n'ai pas très envie, je crois que ce n'est pas bon pour moi. Il y a des tas de... Mais en tout cas, l'idée... Aujourd'hui, c'est une conférence un peu d'introduction, vous voyez, pour vous donner des premières bases. Après, quand on rentre dans les détails, il y a beaucoup de... C'est complexe, il faut du temps pour le travailler, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est vraiment que votre enfant intérieur, il est blessé, il se replie, et puis il a développé une mauvaise image de lui, et il va falloir l'aider à grandir, prendre confiance en lui, se redresser, croire en lui, s'affirmer. Voilà. S'aimer, apprendre à s'aimer tel qu'il est, avec ses imperfections. Personne, il n'est pas plus imparfait que le voisin, il a plein de talents. Vous pouvez vous dire, si vous voulez repartir avec un exercice, vous pouvez vous dire
tous les jours devant votre miroir, vous regardez et vous dire Valérie, Camille, Coralie, Emmanuel, Céline, je t'aime, tu es vraiment une petite fille merveilleuse et tu comptes beaucoup pour moi et je veux vraiment apprendre à t'aimer. Vous pouvez vous dire ça tous les matins et vous allez voir ça devant le miroir en vous regardant et vous allez voir ça remue. Hein. Ouais, Je ça t'aime doit être infiniment, tu comptes beaucoup pour moi. Alors Valérie, je t'ai coupée, mais c'était pas parce que tu disais quelque chose de mal, c'est juste que j'étais impatiente. Ah non, il n'y a pas de souci, j'ai même Voilà. pas de souci. Moi, je suis comme ça aussi. Quand j'ai une idée qui vient, il faut que ça sorte. Donc, Ok. non, aucun souci. Je te remercie pour de l'avoir dit, mais je ne l'ai même pas perçu. Bon, ça veut dire. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment vous apporter de l'amour, du respect, de l'affirmation, le droit d'exister, le droit de prendre votre place. Faire taire la petite voix de la culpabilité si vous avez l'impression que ça blesse les autres. C'est une fausse croyance. Non, non, vous avez le droit de dire. Et puis après, chacun réagit avec ses blessures. Et voilà. Oui, peut-être que l'autre ne l'a pas bien pris, mais c'est pas grave. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas vous autoriser à le faire. Donc après, il faudra faire taire la voix de la culpabilité, etc., si elle arrive. Mais voilà. Et donc, oui, voilà, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que voilà, ce parent intérieur, il est pas toujours. J'ai pris un arbre parce que du coup, il y a l'idée d'être vraiment bien ancré dans le sol avec des racines profondes qui vous tiennent droit, qui sont solides, qui font que vous n'allez pas vaciller au premier coup de vent. Et puis, du coup, vous voyez, les fruits, c'est un reflet de votre estime de vous. Vous allez avoir des fruits plus ou moins nombreux, plus ou moins gros en fonction de votre estime de vous. Donc, plus vous vous aimez, plus vous allez produire des choses nourrissantes pour vous, agréables. Et vous allez voir que plus on s'aime, plus on rencontre des gens bienveillants, aimants, plus ça se fluidifie dans la vie, en fait. Oui, parce qu'on vibre autrement. Parce qu'on vibre autrement, exactement. Donc, du coup, on est sur une autre vibration, on dégage une autre énergie et on attire à soi, de façon un peu magique, des gens qui vont vibrer sur la même énergie. Donc, si on ne s'aime pas, si on se critique, on va avoir tendance à rencontrer des gens qui nous critiquent, qui sont exigeants, etc., etc. C'est vrai. On est confortable pour eux. Et donc vraiment travailler son estime de soi. Donc voilà, je vous disais, il y a l'exercice du miroir que vous pouvez faire, où vous parlez de la petite fille en vous. Vous pouvez aussi, si vous avez un journal, vous pouvez, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez en prendre un carnet, et tous les jours, vous pouvez écrire j'ai été contente d'eux aujourd'hui, je suis fière de ça, ça m'a fait vraiment plaisir ça. Euh, après, ça peut être, comme je vous ai mis, j'ai le droit d'eux, je mérite d'eux, je suis capable d'eux. Voilà. Des tas de choses comme ça qui nourrissent votre estime de vous et votre vision positive de la vie. Après, mon cas, quand c'est des schémas ancrés, ça s'évapore pas comme ça, évidemment. Hein, ça revient. Donc, ça demande un travail régulier. Pour casser les automatismes, en fait. Voilà, mais déjà, ce sont des premières pistes. Et puis déjà, vous voyez, l'objectif de la conférence d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous amener à comprendre ce qui se passe en vous et à vous donner des clés, c'est-à-dire de comprendre où est-ce qu'il faut agir et comment. Après, le faire, bah, évidemment, s'il y a d'autres obstacles, il y a d'autres résistances. Mais c'est ça le chemin. Et du coup, sur l'exercice du miroir, il faudrait dire quoi? Qui est-ce qui parle? C'est Camille. Camille. Eh bien, Camille, vous regardez dans le miroir. Vous pouvez le faire, là, je ne sais pas si vous voyez, maintenant vous avez votre caméra coupée, mais vous pouvez vous regarder dans un miroir et vous dites, vous parlez à la petite Camille et vous dites, Camille, je t'aime infiniment, tu comptes vraiment beaucoup pour moi. Et je voulais te dire que je t'aime beaucoup et que tu es très importante pour moi et que je veux vraiment apprendre à t'aimer. Je t'aime, Camille. D'accord.
Et voilà, vous pouvez vous dire ça. Si vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, c'est bien. Ou si vous pouvez le faire plusieurs fois de suite, c'est bien. Et vous allez voir que ça va travailler des choses au fond de soi. Parce qu'il y a toujours des blessures, en fait. Il y a des blessures d'amour-propre, il y a des blessures de rejet, de tas de trucs, d'abandon. Donc, vous voyez, quand vous faites ça, vous êtes un parent bienveillant, aimant, qui est présent, en fait, et qui vient guérir ses blessures. Et c'est vraiment important de le faire devant un miroir parce qu'il faut qu'on se regarde, c'est ça? Ça aide. Ouais, d'accord. C'est plus puissant. Ben oui, c'est-à-dire, en fait, j'ai envie de vous dire, si vous vous dites, oh, pas trop envie, hein, eh bien, c'est probablement le signe qu'il faut le faire. D'accord. Parce qu'en fait, tout ce qui nous fait du bien, c'est inconfortable et on n'a pas très envie de le faire. Ouais. Mais ça nous ferait vraiment du bien. Ça vient toucher ce qui a touché. Après, vous n'êtes pas obligé. Vaut mieux ne pas le faire devant le miroir plutôt que de ne pas le faire du tout. Oui. Vous voyez, c'est toujours ça, c'est la graduation. Pas la peine de se mettre la barre très haut. Moi, je pense que si vous pouvez, c'est mieux. Après, il n'y a pas de jugement. Il vaut mieux le faire même sur le miroir. Oui, puis ça peut être un petit pas, c'est-à-dire au début le faire que oralement et puis au bout de quelques jours se regarder. Exactement. Vous pouvez l'écrire dans votre journal. Ou s'écrire à soi-même. Ma petite Valérie, je te le dis pas souvent, mais tu sais, je t'aime infiniment, je suis fière de toi, tu es une petite fille merveilleuse et tu comptes vraiment beaucoup pour moi. Et vous pouvez lui demander pardon des fois de ne pas avoir réussi à l'aimer ou à la défendre ou à je sais pas quoi. Je te demande pardon, tu mérites vraiment, j'ai vraiment envie d'apprendre à t'aimer mieux. Et tu mérites des belles choses dans ta vie. Tu mérites que je prenne soin de toi. Voilà. Un exercice qui est pas simple quand on n'a vraiment pas l'habitude du tout. Et effectivement, il y a vraiment un travail sur l'estime de soi. Vraiment, vraiment, ouais. Oui. Oui. Il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, l'estime. Je ne veux pas vous faire perdre de temps. Mais... en fait, c'était un cercle de pardon. Oui. Ça m'a fait énormément de bien parce qu'il y avait des personnes qui justement avaient les mêmes besoins et on se regarde droit dans les yeux en disant je te pardonne. Alors ça existe aussi en Oponomo avec je t'aime et tout ça, mais vraiment le fait d'avoir une personne étrangère qui nous dit très sincèrement les yeux dans les yeux je te pardonne, ça fait monter une émotion entre les deux personnes. Oui. Et il y a quelque chose qui s'est passé inconsciemment où ça a marché en fait. Ah oui. On m'a apporté quelque chose que j'avais jamais eu. Ah, je ne connaissais pas cet exercice, ouais, c'est très intéressant. C'est les cercles de pardon. Oui. Ouais. Il paraît que c'est formidable les répercussions que ça peut avoir. Ouais. Et nous, de pardonner l'autre, au début, on se dit mais qu'est-ce que ça va lui apporter? Et on se rend compte que ça lui apporte et c'est pareil, ça fait c'est incroyable. Bon, eh bien écoutez, merci à vous. Vraiment, c'est très agréable d'être avec vous ce soir. En vous écoutant parler, je me rends compte que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous et que c'est vraiment très, très riche tout ce que chacune de vous apporte. Donc, merci pour votre participation à la conférence et aux échanges. On a fait le tour un peu de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais voilà, j'espère que ça vous aide à mieux cerner le chemin, en fait. Si vous savez que je fais des ateliers, donc on fait beaucoup d'exercices et on continue à faire ce qu'on fait là concrètement sur des situations en faisant des dessins, en faisant des exercices divers et variés. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rejoindre les ateliers. Ça se déroule tous les 15 jours. C'est des cycles de 6 qui se déroulent tous les 15 jours. Le prochain, ça sera les jeudis après-midi à partir du 5 mai. Je ferai aussi d'autres conférences et puis voilà, vous avez il y a plein de lieux pour travailler ça. Les cercles de pardon, j'en ai entendu parler, ça m'avait l'air très intéressant, mais je ne sais pas bien comment ça se passe. Il y a des tas de lieux pour travailler ça. En tout cas, ça vous donne des pistes. Donc merci à vous pour ce que vous avez amené. J'ai passé un bon moment avec vous.
Merci à vous. Merci. Merci. soirée. Merci aussi pour vos Ouais. partages, votre confiance. Ouais. C'est très riche. Même si j'ai Ouais. fait énormément de travail sur moi déjà, on apprend toujours et puis ça fait des petites piqûres de rappel sur des choses qu'on a appris, qu'on a savamment mis de côté. Exactement. Très belle soirée à vous. Et puis, Merci à vous. également. Merci. au revoir. Merci, Au c'est revoir. gentil. Bonne soirée. Au revoir, merci.